Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Jour de prière et de recueillement pour les fidèles musulmans ce mardi à Mayotte à l'occasion de la Eid, de la fête du Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète Mahomet. La rencontre de ce soir s'appelle Youssouf Saïd, malentendant de naissance et chef d'entreprise. Rencontre dans le cadre de la Semaine européenne de l'emploi pour les personnes en situation d'handicap. 5 semaines après la crise en juin, les insurgés, une centaine de personnes demandent l'asile à Mayotte. Ces hommes venus de Sima, New Makele ou encore Ntsamoudou résident aujourd'hui à l'abattoir. Ils ont accepté de nous recevoir. La naissance du prophète Mahomet, le Maoulid célébré ce mardi à Mayotte. À cette occasion, administration et écoles ont été fermées pour cette journée fériée chez nous. L'une de nos équipes s'est rendue à Pamandi dans la mosquée d'Al-Maroum Maoulid de Saïd Ashraf, ancien cadi de Mayotte. C'est dans cette mosquée que se sont rassemblées toutes les confréries et représentants des différentes localités de l'île. Hachim Saïd Hachim, Zora Abdoukafi. وعدنا بلا ريب ذوي العلوم النسبية إلى أبيه إسماعيل نسبته ومحتمى Ils sont venus de tous les coins de l'île célébrer la naissance du prophète. L'événement s'effectue le 12e jour du mois du Maoulid, en général sur un lieu public, comme les mosquées. Le rassemblement accueille de nombreuses délégations de Mayotte. Elles viennent saluer le prophète par la lecture du Barzangui. L'acte cérémonial consiste à parcourir la biographie du prophète, un moment de recueillement pour se remémorer les grands moments de sa vie. Une tradition effectuée dans toutes les mosquées à des dates différentes, mais pas une obligation. Il y a beaucoup qui fêtent ce mois-ci. Et puis, ceux qui veulent, ils peuvent le faire. Mais n'allez pas dire que bon, voilà, c'est bid'a, ceci, cela. Non. Ceux qui veulent le faire, peuvent le faire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. C'est ya ayyuha alladhina amanu sallu, c'est recommandations. C'est recommandé de saluer le prophète. Sallallahu ala Muhammad. Mais le prophète a dit, celui qui me salue une fois par jour, Allah lui salue aussi 10 fois. Donc moi je ne vois pas l'ambiguïté de ne pas faire le Maoulid. Ceux qui veulent peuvent le faire, ceux qui ne veulent pas le faire, n'allez pas dire que c'est bid'a. La célébration de la naissance du prophète se perpétue ici, comme dans toutes les mosquées de l'île. Dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation d'handicap, je vous propose d'aller ce soir à la rencontre de Youssouf Saïd, un malentendant de 48 ans. Son métier, gérant d'atelier de menuiserie à Bonovo, un quartier de Ntsapéré. Comment est rythmée sa vie d'entrepreneur et sa vie tout court? Quelles sont ses difficultés? Réponse avec Henriette Bonaïssa, Youssouf Ahmed Matouar. Youssouf est malentendant de naissance. Il a 48 ans aujourd'hui. Il est père de 8 enfants, tous en bonne santé. Très jeune, il est parti à l'île de la Réunion et c'est là-bas qu'il a appris le langage des signes et sans doute la menuiserie. Youssouf dirige cet atelier qu'il a ouvert depuis 1998 avec des hauts et des bas. Son ami traduit pour nous. Dans cet atelier, il fabrique des portes, des fenêtres, des placards de cuisine. Il prépare aussi la charpente pour fixer les tôles. Ce n'est pas un travail facile pour lui, étant donné le contexte actuel. Des fois ça marche, il a des commandes, des fois rien. Pourtant, c'est son métier de formation et il aime ça. Mais ça ne lui rapporte pas assez d'argent pour qu'il puisse subvenir aux besoins de sa famille. Il veut offrir une bonne éducation à ses enfants. C'est pourquoi il a ouvert une épicerie à côté de l'atelier. Grâce à cela, il peut aider sa famille, dit-il. Ce que les autorités lui donnent ne suffit pas.
Il dit également avoir déposé un dossier à la MDPH et il attend. À la question de savoir pourquoi ne porte-t-il pas d'appareil auditif, il répond: il a porté cet appareil à un moment et il entendait très bien. Mais lorsqu'il y avait beaucoup de bruit et que des enfants criaient fort, ça lui faisait tellement mal qu'il a dû l'enlever. Youssouf souhaite que son travail marche et que ça lui rapporte assez d'argent pour s'occuper de ses enfants. Il attend beaucoup du soutien que pourra lui apporter la MDPH. 108, c'est le nombre d'insurgés comoriens arrivés à Mayotte 5 semaines après avoir pris les armes contre les forces gouvernementales en juin. Nous sommes entretenus avec certains d'entre eux à l'abattoir. C'est là qu'ils ont trouvé refuge. Tous demandent aujourd'hui l'asile politique dans le 101e département de France. Hachim Saïd Hachim, Assadi Razafitsenou. Ils viennent des régions de Sima, Nyumakele et Mutsamoudou, les principales régions mobilisées contre les forces militaires gouvernementales lors des manifestations d'octobre dernier sur l'île d'Anjouan. Un groupe composé de rebelles civils et une poignée de militaires, précise le président de l'association des démocrates comoriens basée à Mayotte. Une grande partie des insurgés sont revenus à Mayotte. Ils sont là pourquoi? Parce qu'ils se sentent en danger? Oui, ils se sentent catégoriquement en danger parce que là-bas d'abord ils étaient assiégés, donc ils ont pu quitter la Médina et voilà, ils sont ici. Alors ils sont arrivés depuis quelques jours. Que va-t-il se passer? Ce qui va se passer, c'est que d'abord ils vont se mettre en sécurité, essayer d'être en contact avec leur famille, suivre l'évolution de leur pays. Certains sont arrivés à Mayotte le lendemain de la signature de l'accord demandant aux insurgés le cessez-le-feu et le dépôt des armes. Cet accord garantissait l'impunité mais n'a pas convaincu, vu le nombre de rebelles venus demander l'asile politique à Mayotte. Sur les 108 demandes d'asile, 50 auraient déjà obtenu un numéro de l'Office français de protection des réfugiés. Une grande partie de ces insurgés ont déjà des numéros OFPRA, donc on attend incessamment les entretiens. Il y a eu des OQT qui ont été faits, obligation de quitter le territoire. Il y a eu immédiatement des requêtes qui ont été adressées. Il appartient à la justice de statuer. Il y a eu déjà des ordonnances qui disaient que ces gens-là peuvent poursuivre leur demande d'asile, d'autres sont en attente. Mais on espère que, vu la situation, les autorités ainsi que l'OFPRA feront le tout pour conserver ces jeunes. À ce jour, la grande inconnue reste la réaction de l'Office français de protection des réfugiés. Va-t-elle répondre à l'urgence et en combien de temps? Les 108 réfugiés gardent espoir tout en craignant le refus de leur demande d'asile. Entre agitation et débordement autour de la mobilisation des Gilets jaunes à La Réunion et suite à la demande du préfet Amaury de Saint-Quentin, des gendarmes de Mayotte ont atterri hier soir à l'aéroport de Gilo, soit une quarantaine d'hommes. D'autres renforts sont attendus sur l'île, mais cette fois-ci de la métropole. Ce mardi, un couvre-feu a été instauré dans 14 communes sur 24, dont le chef-lieu Saint-Denis, où nous attend devant la préfecture Jean-Régis Ramsamy. Bonsoir. Alors la mise en place de ce couvre-feu commence dans 1 heure à peu près, c'est bien cela? C'est bien cela. La nuit, ce couvre-feu va commencer dans 1 heure précisément. Et je peux vous dire que nous entamons ici une 4e nuit d'agitation. Et les derniers échos que nous avons ne sont pas du tout favorables. Cette journée s'est déroulée plus ou moins calmement. Cette soirée ne s'annonce pas favorable malgré la mise en place de ce couvre-feu. Une réunion vient de se tenir ici même à la préfecture entre les Gilets jaunes et les autorités locales. Et bien cette réunion a tourné court malgré l'annonce d'un gel de cette taxe qui est très contesté également ici. Ce qui est sûr donc, c'est cette mise en place du couvre-feu qui commence donc à 21h précise. Et dès 17h ici, dans les différentes communes de l'île, eh bien on a vu des policiers circuler, patrouiller dans toutes les communes. Vous avez dit 14 communes, au début elles étaient 12. Et puis les maires ont insisté pour bien montrer cette flambée de violence qui est tout à fait inquiétante ici à l'île de la Réunion. Il faut remonter jusqu'aux années, au moins aux années 1991 pour connaître de telles décisions. Vous voyez que la situation est particulièrement inquiétante. L'aéroport de la Réunion est totalement fermé ce soir et la société qui distribue les carburants est toujours paralysée. Voilà la situation ce soir. Donc la mobilisation continue des Gilets jaunes.
La mobilisation, telle qu'a été annoncée tout à l'heure ici devant la préfecture, effectivement continuera demain selon les gilets jaunes qui étaient ici devant la préfecture. Merci beaucoup Jean-Régis Ramsamy. Merci également à Laurent Figon qui vous a accompagné pour ce direct. À noter qu'à la suite de pillages de supermarchés et d'agitation, 5 jeunes ont été présentés devant le juge aujourd'hui, dont 2 placés en détention, des jeunes âgés respectivement de 23 et 19 ans. Autre conséquence dont parlait Régis Ramsamy tout à l'heure, à partir de demain, pas de vol direct pour la métropole. Au départ de la Réunion, les avions feront une escale forcée sur l'île sœur de Maurice afin de s'approvisionner en carburant. Dans l'actualité également, l'ouverture ce mardi du 101e congrès des maires et présidents des intercommunalités de France à Paris, porte de Versailles. Près de 400 élus ultramarins y prennent part. L'occasion d'attirer l'attention de François Baroin, président des maires de France, sur les difficultés de nos territoires éloignés. Difficultés évoquées dès ce lundi à la Chambre haute en présence de Michael Bastide et Jean-Louis Quérec. C'est compliqué d'être maire en Outre-mer. C'est le constat partagé par les chefs d'édilités ultramarins à cette tribune. Dotation à la baisse, diminution des emplois aidés, suppression de la taxe d'habitation, éloignement géographique et territoire archipélagique illustrent les difficultés qu'ils rencontrent. On est là pour demander au président de l'AMF d'essayer de trouver un moyen pour que nos dotations ne baissent pas davantage chaque année supplémentaire. Parce que ça nous bloquerait économiquement parlant. À Mayotte, par exemple, 99% des communes sont en difficulté, alors que les défis sociaux à relever sont importants. Comment on accompagne Mayotte, comment on accompagne la cohésion de cette jeunesse. On a parlé tout à l'heure en fait de l'immigration qui est assez forte sur le territoire de Mayotte. Aujourd'hui, l'interrogation c'est comment l'État peut accompagner les différents équipements sociaux au niveau de notre territoire. Beaucoup de questions, peu de réponses concrètes selon eux et le sentiment de ne pas être entendu au plus haut sommet de l'État. Le fait que de ne pas entendre ou de ne pas vouloir voir ce qui se passe dans les territoires et vouloir continuer à avoir une vision économique et une perspective économique, eh bien on oublie complètement ce volet social qui aujourd'hui éclate dans nos différentes communes. Pour le président de l'Association des maires de France, il faut aller plus loin dans la décentralisation pour aider ces territoires. Il faut tourner la page d'une recentralisation accélérée qui n'est plus de mise et qui est hors du temps pour un pays comme la France qui a 2000 milliards de dettes. Il faut donner plus de liberté dans une logique de décentralisation pour les territoires ultramarins. C'est certainement, effectivement, plus de capacité à être au plus proche des préoccupations d'un quotidien qui est 3, 4, 5, 10 fois plus difficile. En réponse aux inquiétudes, la ministre des Outre-mer met en avant de nombreux dispositifs annoncés par le gouvernement, notamment le soutien à l'ingénierie. Il existe un certain nombre de dispositifs, comme il existe notamment un certain nombre de crédits, mais auxquels ils n'ont pas obligatoirement accès parce qu'il n'y a pas l'ingénierie pour porter les projets, pour faire remonter les projets et trouver les financements qui vont avec. Et on voit bien qu'on a une réponse globale à apporter et c'est ce que nous faisons en créant effectivement du soutien à l'ingénierie pour les collectivités territoriales. Cette journée dédiée aux élus d'outre-mer précède le Congrès des maires de France qui se tient jusqu'au 22 novembre à Paris. Un congrès qui se clôturera donc jeudi avec le discours d'Édouard Philippe, Premier ministre. Nous sommes le 20 novembre, date d'anniversaire de l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant. La ville de Sada, en partenariat avec le conseil départemental, a profité de cette occasion, a saisi cette opportunité pour organiser une journée justement autour de l'enfance. Gervais Nitieux, Géraldine Lui. Sur le trampoline, il tente des figures acrobatiques exceptionnelles. En vain. Qu'importe. Pour Daniel, l'essentiel c'est de jouer. Je me suis bien amusée. J'ai bien sauté. Après le jeu, son visage se referme immédiatement. Daniel se dirige vers le stand de la direction de la protection de l'enfance. Ici, plusieurs activités sont proposées aux enfants pour leur montrer que ce 20 novembre est leur journée. Daniel l'a bien compris. Une fête pour les enfants, pour aussi les parents qui aident les enfants et pour un peu se reposer. Élève en classe de CM1, Daniel a 9 ans. Il est venu à Sada accompagné de cette femme qui n'est pas sa mère biologique. Le garçon vit depuis 3 ans en famille d'accueil à Chiconi, un village du centre-ouest de Mayotte.
Comme Daniel, plusieurs dizaines d'enfants présents ce matin à Sada sont placés dans des familles, loin de leurs parents biologiques. Et quelquefois, des cas de maltraitance sont signalés. Qui peut penser une seule seconde que 4, 5, 6, 7 enfants, on peut s'en occuper d'une manière raisonnable sans que ça se passe sans difficulté. Et donc ça arrive. Ce que le défenseur de droit appelle maltraitance, il se trouve juste que la situation déborde et nous dépasse parfois. Ça se traduit par cela. La 29e édition de la Journée internationale des droits de l'enfant s'est conclue par un carnaval. Des centaines d'enfants ont chanté et dansé dans les rues de Sada pour exiger des adultes le respect scrupuleux de leurs droits. Et j'ajoute que les 27, 28 et 29 novembre prochains, le Conseil départemental organise la 3e édition des rencontres territoriales de la protection de l'enfance à Mayotte. Manifestation qui se déroulera au centre universitaire de Dembéni et à l'hémicycle Younoussa Bamana à Mamoudzou. Dans quelques jours, Madagascar reçoit le tournoi de handball des clubs champions de l'océan Indien organisé du 24 novembre au 2 décembre prochain. Mayotte et le PCB y participent. Les handballeuses de Boni s'entraînaient d'ailleurs ce matin au gymnase de Cavani. C'est la 3e fois que le Pouedza Club de Boni prend part à ce tournoi, disputé avec des Réunionnais, Malgaches, Seychellois et Mauriciens. Mais cette fois-ci, les Mahoraises comptent bien ramener la coupe à la maison. On en écoute à ce propos l'entraîneur du PCB au micro, Danliette Boneissa, et Youssouf Ahmed Matouar. Pour cette année, nous on vise la coupe, comme toutes les équipes qui vont partir là-bas. Surtout qu'on l'a fait, c'est la 3e fois qu'on y va. On a fait des tests par rapport aux 2 années dernières. Donc là, cette année, on se bat pour ramener la coupe à Mayotte. Nos atouts principaux, c'est que cette année, on a eu l'opportunité avec le CG de nous avoir prêté ou de nous mettre à disposition Hassan, qui est notre consultant, qui nous aide beaucoup à améliorer notre jeu. Surtout qu'il est là pour nous et qu'il est là pour notre championnat aussi. Mais cette année, on a nos 2 joueuses qui viennent de se rajouter, qui étaient là, pas là les années précédentes. Que ces joueuses-là, je compte beaucoup sur eux pour qu'on puisse avoir cette coupe-là et la ramener à Mayotte. Comme moi, comme toutes les joueuses et les dirigeants, on est très sereins. Avec tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, j'ai confiance en eux. Et je crois qu'ils vont le faire. Ils sont en train de se battre en ce moment pour le championnat. Et ils y sont pour l'instant. Parce qu'ils sont, pour l'instant, c'est eux qui sont champions, qui sont encore en tête, en tout cas pour le championnat. Du coup, je compte beaucoup sur eux. Et je pense qu'ils vont le faire et qu'ils sont capables de ramener cette coupe-là à Mayotte. Et on va le faire cette année. Et on espère bien évidemment ainsi. S'achève cette édition. Je vous rappelle que la naissance du prophète Mahomet a été célébrée ce mardi, jour de Maolid à Mayotte. Nous avons assisté à la prière et au recueillement ce matin des fidèles musulmans dans l'une des mosquées de Pamandi, mosquée dans laquelle l'ensemble des confréries de l'île s'était donné rendez-vous. Merci encore de votre attention. Dans un instant, Raïka Madi pour le journal en Morée. Excellente soirée à vous et à demain, 13h.